Diptyque est le magazine de référence de l'art contemporain africain. Il est produit, publié et imprimé à Casablanca au Maroc. Avec ce podcast, nous souhaitons vous donner accès aux personnalités qui animent la scène artistique africaine et marocaine, des artistes aux galeristes en passant par les curateurs et commissaires d'exposition. Ce podcast vous est offert avec le soutien du groupe Maroc Télécom, partenaire de l'art et de la création. Pour le dire très simplement, il m'a engueulé et avec raison, avec justesse, en me disant mais qu'est-ce que ça veut dire que le manque d'intérêt d'une institution comme le Centre Pompidou pour mon travail, je ne le comprends pas, il n'y a aucune de mes œuvres dans la collection. Pourquoi ni des miennes, ni des autres artistes historiques du Maroc, de ma génération? C'est quelque chose dont vous ne mesurez pas à quel point c'est une attitude d'une très grande violence vis-à-vis de nous. Aujourd'hui, dans le podcast Diptyque, je reçois Michel Gauthier, qui est conservateur au Musée national d'art moderne depuis 2010, où il a notamment été commissaire des expositions consacrées à Bertrand Lavier, Gérard Fromanger, Sheila Hicks, Victor Vasarely ou encore Martin Barré. Il a enseigné l'histoire de l'art à l'université de la Sorbonne de 2007 à 2019. Il a publié de nombreux ouvrages, notamment en ce qui nous concerne une monographie consacrée à Mohamed Mlehi, et une à Yamou. Aujourd'hui, je le reçois dans le cadre de la rétrospective que le Centre Pompidou consacre à Khaled Belkahia, et qui vient d'être installé récemment au Centre Pompidou, bien que l'institution soit encore fermée au public. J'ai connu Michel Gauthier il y a de nombreuses années à Marrakech, à l'occasion de la première édition de Marrakech Art Fair. Depuis, nos routes n'ont pas cessé de se croiser au Maroc, mais aussi en France, où j'ai eu la chance de visiter récemment sa rétrospective consacrée à Vasarely. Nous avons beaucoup échangé autour de l'école de Casablanca, tous les deux, mais aussi autour de la scène contemporaine marocaine. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de l'entendre nous parler de cette rétrospective et d'avoir son point de vue sur un artiste que nous connaissons tous très bien au Maroc. Mais je suis curieuse de savoir de quelle manière il s'y est pris pour expliquer donc à un public qui ne connaît pas Belkahia pourquoi il est tellement important d'entrer dans son œuvre et d'apprendre à la connaître. Bonjour Michel et merci d'être l'invité de Diptyque pour ce nouvel épisode de notre podcast. Bonjour Myriam, merci de m'inviter à y participer. Alors cet épisode est très intéressant et il est enfin depuis un an lié à l'actualité puisque tu viens de finaliser l'installation de la grande rétrospective consacrée à Khaled Belkahia au Centre Pompidou et donc l'épisode tout entier sera consacré à cet événement. Très bien. Donc je vais te laisser peut-être nous donner un petit peu les éléments conjoncturels de cette installation, les dates, etc., avec évidemment toujours en ce moment les aspects crise sanitaire qui s'invitent à la fête. Oui, absolument. Cette exposition il était prévu qu'elle démarre à la mi-février, mais en raison de la crise sanitaire, elle n'a pas pu démarrer à cette date-là. Donc nous l'avons installée, mais nous n'avons pas encore de certitude sur la date de son ouverture. Pour nous assurer qu'elle puisse être vue par le plus grand nombre, nous avons d'ores et déjà pris le parti de la prolonger d'un mois, ce qui fait qu'elle sera prolongée jusqu'au 20 juillet, de telle sorte que même dans un scénario pas très favorable, elle puisse être vue près de 3 mois par le public du Centre Pompidou. Voilà, dès que nous en saurons plus sur la date précise d'ouverture, le Centre Pompidou communiquera par les canaux habituels pour le faire savoir. Parfait.
Alors, Michel, j'aimerais, si tu veux bien, qu'on fasse un petit retour en arrière. On se connaît depuis de nombreuses années. On s'est vu au Centre Pompidou, on s'est beaucoup vu à Marrakech aussi. Et on a beaucoup parlé évidemment des artistes marocains de la modernité auxquels tu t'intéresses depuis quelques années. On a évidemment beaucoup parlé de Melehi, de Yamou, auxquels tu as consacré des monographies. Et j'aimerais que tu nous dises pourquoi finalement, donc je suis sûre que tu as dû peut-être réfléchir aussi à programmer une rétrospective sur Melehi. Pourquoi finalement tu as choisi de travailler sur Belkahia? Alors effectivement, notre intérêt, mon intérêt personnel et l'intérêt aussi du Musée national d'art moderne au Centre Pompidou, c'est un intérêt qui est porté sur l'histoire de la modernité des scènes non occidentales et notamment de la scène marocaine. Il nous semblait qu'il était très très important de nous plonger dans l'histoire de ces modernités et à ce titre, ce qui nous semblait le plus représentant, le plus représentatif et le plus étonnant, le plus singulier dans l'histoire de la modernité marocaine, c'était, pour le dire un peu vite, les gens qui avaient émergé autour de l'école de Casablanca, avec les trois figures premières, en quelque sorte, que sont celles de Belkaya, de Melehi de Cheba, et aussi les figures extrêmement importantes d'artistes qui sont arrivés quelques années après eux, mais qui jouent un rôle très important, comme Hamidi ou Atala. Donc voilà, c'était à cette génération d'artistes et au fait qu'on avait là une modernité qui n'avait rien à voir avec les modernités occidentales. J'oublie bien sûr Tcherkaoui, qui est une figure très importante, mais qui n'a pas été, et qui le malheureux est mort trop jeune pour d'une certaine façon être pleinement associé à cette aventure de l'école de Casablanca et de la première modernité post-coloniale marocaine. Donc nous savions que c'était à cette génération que nous voulions nous intéresser. Et nous avons collectivement pris le parti de nous intéresser à Belkaya parce que, non pas qu'il nous intéresse plus que Melehi, mais il avait un parcours aussi tout à fait intrigant, un parcours qu'il avait fait sortir du monde occidental au début de sa carrière, puisqu'il était parti à Prague étudier, que ça nous semblait très intéressant, ce phénomène qu'avait vu aussi Tcherkaoui partir à Varsovie, Mustapha Hafid aussi, donc un certain nombre d'artistes de cette génération sortir réellement d'une certaine façon du monde ouest européen ou occidental pour aller poursuivre des études ailleurs. Donc notre choix s'est porté sur Belkaya. Et, je suis sûr, et en tout cas j'espère profondément qu'un jour le Centre Pompidou consacrera une rétrospective à Melehi, qui est lui aussi un immense artiste. Bien sûr. Alors justement, puisque tu évoques la question de la modernité, puisque la rétrospective est intitulée Pour une autre modernité, on a souvent discuté ensemble également avec Catherine Grenier sur la question des modernités non occidentales. Vous aviez créé d'ailleurs une cellule de recherche sur les modernités plurielles, si je me souviens Oui, bien. Est-ce oui, que oui. tu pourrais définir pour nos auditeurs et en particulier aussi pour tous les étudiants qui, j'espère, écouteront ce podcast pour enrichir leur propre démarche universitaire. Est-ce que tu pourrais définir pour nous ce qu'est la modernité et du coup l'intérêt d'aller chercher les autres formes de modernité? Alors, il y a dans le monde occidental, d'une certaine façon, la modernité apparaît au tournant du XXe siècle avec un certain nombre d'avant-garde qui vont rompre
de façon très exemplaire et explicite avec les traditions artistiques et esthétiques qui héritaient du passé, hein. C'est dans le domaine pictural, par exemple, le cubisme, c'est l'art concret, c'est bien sûr le passage à l'abstraction dans les années 10. Voilà, c'est ce qu'on appelle la modernité, une modernité dont, compte tenu de ce qu'était l'histoire du monde à l'époque et de la colonisation, d'une certaine façon, un certain nombre de pays, de régions du monde ont été à l'écart, tenus esthétiquement à l'écart de ce phénomène, de telle sorte que les choses se jouent sans doute un peu après. Ce qui nous intéressait dans l'étude de la modernité marocaine représentée par Belkaya, c'était de voir comment après, après l'indépendance, comment à l'ère postcoloniale, une modernité se créait, parce que bien sûr, des artistes d'origine marocaine avaient été en France, avaient travaillé en France, mais certains avaient en fait repris le vocabulaire, l'esthétique qui étaient ceux du pays colonisateur, qui étaient ceux de la France ou de l'Europe occidentale. Ce qui est tout à fait fascinant avec l'école de Casablanca, notamment, hein, ou avec quelqu'un comme Farid Belkaya, c'est le fait qu'on est confronté à un type de modernité qui n'a rien à voir, qui ne doit pas grand-chose à la modernité occidentale et française, et qui, d'une certaine façon, même en prend le total contre-pied. D'une certaine façon, les avant-gardes historiques européennes s'étaient fondées sur le fantasme, sur l'utopie qu'on pouvait rompre totalement avec la tradition et qu'on pouvait créer un art qui soit totalement nouveau, qui n'ait aucune attache ni avec les arts dits mineurs, décoratifs, ni rien. Ça a été le grand fantasme du modernisme pictural, tel qu'il a notamment ensuite été repris après-guerre par les États-Unis et qui a abouti à ce grand moment dans l'histoire de la peinture américaine, Pollock, Newman, Maurice Swiss. La table rase. Voilà, tous ces gens. Il y a eu un fantasme de la tabula rasa, hein, de quelque chose comme ça. Alors, ce qui nous apparaissait intéressant avec Belkaya, c'est que c'est quelqu'un qui pense les choses très différemment et que le programme théorique de l'école de Casablanca, ce qui fait que l'école de Casablanca est aussi un moment fascinant, c'est que c'est euh, un mouvement, une tendance qui a d'une certaine façon une doctrine, hein, qui a un point de vue qui est, et la force de ce point de vue tient à ce qu'il est assez clairement explicité et clairement visible, à savoir l'idée de connecter, de brancher la modernité esthétique marocaine d'après l'indépendance sur une esthétique, un répertoire notamment ornemental qui est celui de la tradition populaire, de l'artisanat vernaculaire populaire. Et ça, c'est tout à fait fascinant et tout à fait novateur. Donc, c'était aussi, outre le fait qu'il y a bien sûr des liens très étroits, compte tenu de nos histoires communes entre la France et le Maroc, entre beaucoup d'artistes marocains et français, qui fait qu'on a une connaissance en France sans doute plus développée que celle qu'on peut avoir d'autres scènes non occidentales, mais il y avait aussi le fait qu'on était là face à une école qui définissait ses principes et qui produisait des objets qui étaient sans rapport avec ce qu'on connaît dans la modernité occidentale. Et de ce point de vue, je dois dire que quand je parcours
les salles où sont installées la salle, la grande salle, tu le verras, Myriam, quand tu viendras voir l'exposition, la grande salle où sont installées un certain nombre de grandes œuvres sur peau de Belkaya des années 80. On est face à quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'art occidental, quelque Alors chose justement, de nouveau. ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis là, justement, parce que ce qui nous intéresserait vraiment fondamentalement, c'est de comprendre, parce qu'évidemment, si la rétrospective se passait au Maroc pour un public marocain qui, comme tu dis, connaît bien ces œuvres sur peau et peut-être un petit peu moins les œuvres sur cuivre, parce que c'est ce qu'on a vu pour les gens de ma génération, c'est ce qu'on a vu pendant toute notre enfance. Si tu avais fait cette exposition pour un public donc marocain, évidemment, tu l'aurais faite d'une certaine manière. Comment s'y prend-on justement pour présenter un artiste dont toi tu as documenté une vision comme un artiste majeur, mais comment s'y prend-on pour le présenter et pour faire comprendre à un public néophyte, un public européen qui ne connaît pas du tout ce vocabulaire plastique, pour faire comprendre qu'ils sont en face d'un monument et de quelqu'un qui a fondé justement enfin, un mouvement, une école de Casablanca, et surtout qui a inscrit son pays dans un choix de modernité spécifique. Comment s'y prend-on vraiment concrètement? Alors, il y a plusieurs, sans doute, éléments et niveaux de réponse. La première est peut-être plus simple et naïve réponse, mais c'est de consacrer une grande rétrospective à cet artiste, hein. Pas simplement montrer quelques œuvres qui seraient, par exemple, dans l'accrochage, même s'il faut le faire, bien sûr, hein, mais qui seraient dans l'accrochage ou une salle dans l'accrochage du musée, même s'il faudra le faire régulièrement pour que cette exposition ne reste pas comme ça un one-shot, mais le premier élément qui montrait d'une certaine façon qui va montrer au public qui est celui du Centre Pompidou l'importance que nous attachons à la figure de Belkaya et de l'école de Casablanca, c'est de consacrer une grande rétrospective à cet artiste sur 800 mètres carrés avec 146 œuvres, hein. Donc rien que ça, c'était tout le monde comprend en voyant le format de l'exposition et en voyant le nombre d'œuvres rassemblées que l'artiste est un artiste d'importance, hein, majeure qui est traité d'un point de vue muséal, scientifique, comme le sont les grandes figures de l'art occidental. Le deuxième élément, me semble-t-il, très important, c'était que cette exposition d'envergure se présente comme une rétrospective, c'est-à-dire que on est face à une figure importante, décisive dans l'histoire des modernités postcoloniales, et donc on doit euh, envisager le travail dans son ensemble, depuis ses débuts jusqu'à la fin, et non pas simplement en montrant les œuvres les plus iconiques. Il aurait été facile, si tu veux, de faire deux grandes salles avec les grandes peaux, tout le monde aurait été sur le cul, ça aurait été bien, ça aurait été beau, mais on n'aurait pas restitué l'ensemble du parcours. Donc, il me semble que ce serait un geste euh, d'une certaine façon euh, presque avec tous les guillemets qu'il faut mettre autour de mots chargés comme cela, néocolonialiste, que d'une certaine façon de dire ah bah on montre les pièces sur peau, puis voilà, hein, c'est ce qui nous intéresse, c'est là où on voit que c'est vraiment un artiste du monde arabe, et on monte pas le reste. Non, non, il fallait restituer dans sa complexité, dans la totalité de sa logique, montrer comment Belkaya s'arrache progressivement et de quelle façon il s'arrache à l'emprise qui existait sur lui, comme sur la plupart des gens de sa génération, l'emprise hein, de l'esthétique française dans laquelle il avait démarré, puisque grosso modo, quand il arrive en France à la fin des années 50, il fait une très bonne peinture comme pourrait en faire Rouault ou quelque chose comme ça. Comment il va progressivement s'arracher à ça? Comment il va
partir à Prague et pas rester à Paris pour faciliter le processus d'éloignement, de mise à distance de l'idiome du pays colonisateur. Et ça, on voulait le montrer. Comment, dès Prague, envisager les directions dans lesquelles son travail va prendre forme et comment ça annonce les travaux futurs. On voulait aussi s'arrêter sur la période qui n'est pas une période très productive dans la carrière de Belkaya quand il dirige l'école de 62 à 74, comment il est très pris par les questions pédagogiques, la direction de l'école, mais on voulait que le public du Centre Pompidou comprenne bien qu'après avoir déjà complètement changé de vocabulaire au cours de sa période de Prague, prenant la tête de l'école, rénovant avec l'appui de quelques personnes, rénovant complètement les programmes d'enseignement totalement passéistes qui étaient ceux hérités de l'administration et de l'enseignement colonial, comment il met tout ça, il remet tout ça en cause et comment il a ce geste spectaculaire, parfois un peu mal compris, qui consiste à abandonner la peinture au profit d'un matériau, le cuivre, qui est un matériau extrêmement inscrit de façon multiséculaire dans l'art traditionnel, dans les pratiques artisanales traditionnelles marocaines. Donc on voulait montrer ça, montrer un Prague, l'école de Casablanca, les cuivres, et puis après le passage à la peau pour radicaliser encore cette ancrage dans une tradition qui pour lui n'est pas antonyme, qui n'est pas le contraire de la modernité, mais bien au contraire ce dans quoi doit se fonder une tradition, une modernité postcoloniale comme celle à laquelle il travaille. Et puis aussi, nous voulions montrer euh, l'importance de la pratique du dessin. J'ai essayé de faire un rapport, si tu veux, entre le fait que l'aube est un thème essentiel chez Belkaya et le fait que travailler au dessin, c'est être au moment où on est à l'aube de l'œuvre, le moment où c'est le matin des formes, à montrer comment, de la même façon que Belkaya est quelqu'un qui va aider à la naissance d'une modernité marocaine après l'indépendance, eh bien, ce thème de l'aube est aussi important. Il est important pour lui, mais il a une signification aussi parce qu'il est en train d'inventer un vocabulaire qui va être celui de la modernité marocaine. Et donc, on voulait aussi, par l'ensemble de ces dessins, rendre très, très, très sensible cette dimension d'aube, de matin, de début, d'où l'importance du thème de l'engendrement, de la procréation. On est au début de quelque chose. Et donc, il y a plus de 80 dessins qui sont en plus d'une beauté absolument stupéfiante, qui sont rassemblés aussi dans cette exposition. Bref, tu le vois, non seulement consacrer une importante exposition en mètres carrés, en nombre d'œuvres, pour montrer toute l'importance qu'on attache à la figure de Farid Belkaya, mais aussi le traiter de façon aussi scientifique que possible, en restituant l'intégralité du parcours et en essayant de lui donner toute sa richesse et toute sa complexité. Alors j'aimerais revenir sur une partie certainement importante de l'exposition. Donc c'est la période de l'école de Casablanca. Qui démarre, enfin, vous consacrez, je crois, dans l'exposition, et j'ai bien hâte de voir ça, à l'exposition de Jamal Fna, l'exposition en présence plastique de 69. J'aimerais que tu nous dises de ton point de vue, pour l'avoir donc bien analysée, en quoi cette exposition est-elle fondatrice de la modernité marocaine? Alors oui, nous évoquons notamment au travers d'un matériel documentaire ce moment phare dans l'histoire de la modernité marocaine. Il y a des affiches, des photos qui sont tirées sous forme d'affiches et placardées au mur pour rappeler une vitrine avec un certain nombre de documents, coupures de presse, la revue Maghreb Art, revue de l'école des beaux-arts de Casablanca
sous la direction de Belkacem, son matériel documentaire, aussi un extrait d'actualité télévisée aussi qui montre Farid en 70 ou 71. Alors, Jemaa el-Fna, cette manifestation est intéressante pour de multiples raisons. D'une part, parce que sont là rassemblés sur cette place qui a une place importante, d'une des villes les plus importantes au Maroc. Elle a bien sûr figure de symbole. Elle a donné lieu à un certain nombre de photographies, notamment ces photographies, comme il y en a un certain nombre dans l'histoire de l'art, qui cristallisent quelque chose où on voit ces 6 artistes, tous professeurs à l'école des Beaux-Arts de Casablanca à ce moment-là, qui exposent leurs travaux dans la rue. Et on voit aussi, on a retrouvé des photographies qui montrent du public. Et pour la plupart des personnes qui sont là, sont des gens qui non seulement n'avaient jamais sans doute réellement contemplé des œuvres d'art et jamais, encore moins, vu des œuvres d'art contemporaines de cette période-là et qui sont manifestement intéressés. L'exposition attire beaucoup l'intérêt d'un public qui n'est pas celui des élites culturelles du Maroc de ce moment-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'une part, à travers cette exposition, une forme de phénomène collectif qui dit il y a une modernité marocaine qui se crée depuis quelques années autour de l'école. Il faut qu'on puisse la montrer parce qu'il n'y avait pas suffisamment de lieux pour les montrer. Bien sûr, Melehi, Cheba et Belkaya avaient montré 3 ans avant leurs œuvres dans le hall du théâtre Mohamed V à Rabat. Donc il y avait des choses, mais très peu. Donc il y a déjà ce phénomène là qui est très important, d'une espèce de prise de conscience collective des artistes modernes. Tout ça va présider à la création de l'association des artistes marocains quelques temps après. Et puis plus fondamentalement, je crois que ce que cette exposition prouve, c'est un type de conception tout à fait passionnant de la modernité. C'est l'idée que ce qu'on montre au plus grand nombre et ce qui va intéresser le plus grand nombre, c'est non pas des choses qui restent prises dans une forme d'académisme esthétique, mais des choses qui sont au contraire affirment leur radicalité. Ça, c'est absolument essentiel. C'est une position qui est partagée aussi, par exemple, par certains artistes sud-américains à ce moment-là au Brésil, qui font aller de pair le progressisme esthétique et le progressisme social, alors que dans certaines régions du monde, le progressisme social va de pair avec une forme de régression esthétique. Et puis le troisième, sans doute, élément qui rend cette exposition célèbre et mythique et qui en fait une forme de scène primitive de la modernité marocaine, c'est aussi le fait de mettre le grand public de la place Jemaa el-Fna, de le mettre en contact avec des œuvres qui, même si elles leur apparaissent très très différentes de ce à quoi elles peuvent être habituées quand elles pensent à la question de l'art qui avait été essentiellement traité, enfin je veux dire du temps du temps des Français, du temps de la colonisation française, il y avait soit les artistes qui imitaient les artistes occidentaux, soit les naïfs. On vivait d'une certaine façon dans cette alternative-là. C'est ça qui est, même s'il y a beaucoup d'artistes tout à fait intéressants chez les naïfs, c'est pas, il faut pas je veux pas dire autre chose que ça, mais enfin c'est ce clivage-là qui est remis en cause, soit le folklore un peu pour touristes d'un certain côté, soit le grand art qui doit se modeler sur les canons du grand art occidental. C'est ça qui est remis en cause et donc qui est fascinant dans une photo qui est, on voit ce grand public de la place Jemaa el-Fna qui regarde
ces œuvres qui sont très différentes de ce qu'ils connaissent, mais qui en même temps entretiennent un lien profond avec une réalité ornementale qu'ils connaissent très bien, puisque ces œuvres dérivent leurs motifs d'un certain nombre de motifs qui appartiennent à un répertoire ornemental ancestral. Donc il y a au moins ces trois éléments-là qui concourent à faire de cette manifestation de 69 quelque chose d'absolument historique, non seulement pour le Maroc, mais également dans l'histoire de l'art tout court, hein, dans l'histoire de l'art universel. On reviendra dans un petit moment, si tu veux bien, justement sur la construction de ces mythes fondateurs pour des scènes, et on verra d'ailleurs quel est le prolongement de ce mythe sur la scène contemporaine. Mais en attendant, je voudrais aussi que tu nous parles de cette salle consacrée au cuivre et à cette phrase que tu mets en exergue dans ton texte de présentation, qui est une phrase de Belkaya lui-même: le choix du cuivre est d'abord un acte de résistance à la colonisation. Est-ce que tu peux me dire comment justement tu as traité cette salle? Oui, alors on montre dans cette salle des travaux, des pièces en cuivre, mais pas uniquement, on montre aussi des pièces sur papier qui permettent de mieux comprendre la proximité, la définition commune, hein, à quelques artistes, hein, d'un langage commun, parce que les cuivres, bien sûr, se distinguent beaucoup des réalisations picturales dans la mesure où elles ont un répertoire d'un point de vue, des possibilités d'un point de vue chromatique très limité. Mais je voulais aussi montrer des pièces sur papier de la même époque, hein, du milieu des années 60, avec ces ondulations qui montrent vraiment qu'il y a un style qui est en train de se créer entre les différents acteurs, hein, entre Chebba, Melehi, Hamidi. On voit là qu'il y a quelque chose, et c'est fascinant toujours dans l'histoire quand on voit que certains artistes, malgré leurs différences, malgré leur logique propre, décident de mettre en commun, de partager une forme de vocabulaire, là notamment autour de l'onde, de la vague, de la ligne serpentine. Alors pourquoi cet accent mis sur le cuivre, dont on sait que les cuivres avaient ça n'a jamais été facile, hein, les cuivres de Belkaya, ni à l'époque, ni sans doute après, hein. Belkaya a eu beaucoup de force et d'intelligence historique pour persister dans le cuivre, et puis plutôt que de revenir à la peinture, passer à un autre matériau. Alors pourquoi c'est un acte de résistance à la colonisation? Eh bien parce que c'est le rejet spectaculaire du médium qui est le médium par excellence, hein, de la tradition occidentale de l'art, hein. Le tableau, c'est un objet civilisationnel d'une certaine façon, hein. La peinture peinte sur panneau ou sur toile, c'est un objet civilisationnel en Occident, et en rejetant la peinture, dans laquelle médium avec lequel il produit des travaux tout à fait de première grandeur lorsqu'il est à Prague, mais c'est en abandonnant ce matériau qu'il affirme la prise de distance qui est la sienne vis-à-vis de l'esthétique européenne, et notamment de l'esthétique française. Et c'est aussi le fait de vouloir affirmer le lien qu'il y a entre la modernité et un matériau qui appartient à l'artisanat populaire, traditionnel marocain. Alors justement, c'est peut-être le moment de se questionner de te questionner, toi qui connais bien aussi la scène contemporaine marocaine, pour l'avoir évidemment vue à l'œuvre dans les foires, mais aussi les expositions biennales, etc. au Maroc. Est-ce que tu penses que l'école de Casablanca, en travaillant, en fondant cette modernité marocaine, donc avec ses formules plastiques et sa philosophie et son idéologie, est-ce que tu penses qu'ils ont
accaparé complètement le discours et qu'ils ont fermé la porte derrière eux, si j'ose dire? Ou est-ce que tu penses qu'ils ont ouvert un espace pour les générations futures? Alors, je, la question est difficile. Je ne suis pas absolument certain d'être en mesure d'apporter une réponse tout à fait fondée parce que tout ça suppose beaucoup de travail, d'enquête moi j'ai le sentiment que, en tout cas, ce qui est décisif, c'est d'avoir créé l'idée qu'une modernité qui n'était pas fondée sur la reprise d'un certain nombre de propositions et de schémas esthétiques ou formels ou plastiques hérités des modernités occidentales était possible. Et ça, c'est absolument énorme. Hein. C'est énorme et je crois qu'on en voit sans doute les conséquences, enfin la poursuite, les répercussions aujourd'hui. Alors après, dans la situation contemporaine me semble extrêmement complexe dans la mesure où un certain nombre d'artistes, c'est vrai partout ça, hein, mais un certain nombre d'artistes sont nés à l'art au moment où l'art se développait dans une scène qui était déjà très largement mondialisée et où un certain nombre des questions qui étaient très sensibles à l'époque où les pionniers de la modernité marocaine comme Belkaya ont travaillé au début de rien ne se posent plus du tout dans les mêmes termes. Et je dirais que ça, c'est pour le meilleur, mais parfois aussi pour le pire. Les héritiers d'un mouvement ne sont pas forcément ceux qui produisent les travaux qui ressemblent le plus à ceux des aînés. Donc, c'est toujours très très difficile ce genre de questions. Mais il me semble, par exemple, que dans certains peut-être penserait-elle que mon analyse est fausse, mais j'ai le sentiment que dans certains travaux contemporains d'Ito Barada, même si c'est de façon peu sensible d'un point de vue formel, mais quelque chose comme l'esprit de ce moment-là de l'histoire et de l'école de Casablanca se perpétue. Et alors pour rester dans l'idée donc de groupe qui finalement installe des méthodes communes, que dire de l'école de Tétouan? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, et depuis peut-être la création de la classe de Fawzi Latiélis, est-ce que tu penses qu'on assiste à quelque chose, évidemment dans une époque différente et avec des enjeux différents, mais à quelque chose de similaire en termes de construction d'une pensée commune? Alors sans doute, il faudrait, je ne suis pas un spécialiste là des travaux de l'école de Tétouan, mais on voit bien que d'une certaine façon, là, sur la carte de l'art marocain, le centre de gravité au fil des décennies hein, s'est déplacé significativement et qu'en termes, ça fait déjà, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste, mais peut-être déjà de nombreuses années que l'école de Tétouan est devenue quelque chose de tout à fait essentiel dans la géographie de la pédagogie artistique et de la création artistique marocaine. Oui, on sent quelque chose comme malgré la différence des artistes, mais quelque chose comme une pensée de groupe ou collective ou d'intérêt partagé qui donne, je crois qu'en partageant des choses, les artistes n'affaiblissent pas leur position individuelle, mais au contraire les renforcent. Et absolument, j'ai le sentiment, mais je ne suis pas un spécialiste de cette tendance-là, mais j'ai le sentiment que quelque chose d'important depuis un certain nombre d'années
se joue à Tétouan, oui, absolument. Et enfin, Michel, je sais que tu as attaché d'années d'études aussi à l'œuvre de Menehi qui nous a quittés il y a quelques mois. Ouais, Est-ce que avec tu beaucoup de tristesse. Ça a été une très grande tristesse pour moi. est-ce que tu penses que la suite a donné, justement, pour vraiment donner plus de densité à l'étude de cette période et de l'école de Casablanca, pour montrer justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, que chacun effectuait ce chemin vers la modernité dans des formules plastiques très différentes les unes des autres? Que dire de Melehi, justement? Bah oui, ce que je crois, c'est qu'il va falloir poursuivre les études. Je me réjouis des études organisées autour du collectif Zaman, la prochaine publication hein, d'un volume aux presses du réel sur l'école de Casablanca, la réédition des travaux de Bert Flint, dont cet anthropologue néerlandais dont on ne redira jamais à quel point il aura joué un rôle déterminant aussi hein, dans les orientations et dans le développement de l'école de Casablanca. Donc je me réjouis de voir un certain nombre de jeunes chercheurs, historiens de l'art, historiennes de l'art marocaines, marocains, commencer à travailler avec un très haut niveau sur toutes ces questions est tout à fait formidable. S'agissant de Méli, auquel j'ai consacré, comme tu avais la gentillesse de le rappeler au début de l'entretien, une, euh, une monographie, oui, on voit bien ce qui est intéressant, passionnant, c'est que même si les deux hommes, ou pour Chebas c'est la même chose, partagent à un moment de la carrière un certain nombre de choses, de motifs, de formes, comment les développements du travail, les origines du travail, les histoires personnelles dans lesquelles ces travaux s'inscrivent sont différents. C'est toujours, tu sais, comme sur le modèle du cœur qui bat, diastole, systole. Il faut, à certains moments de la réflexion, voir ce qui rassemble, par exemple, Belkaya, Melehi et Cheba, et puis à d'autres moments, essayer de comprendre, d'accéder à l'intelligence de ce qui les distingue pour avoir une version la plus complexe, la plus riche de ce moment tout à fait palpitant de l'histoire de l'art marocain. Et donc, pour finir, peut-être, Michel, est-ce que tu pourrais nous dire, de toutes les œuvres qui ont été donc montrées dans cette exposition, où as-tu sourcé ces œuvres et surtout, y a-t-il un projet de catalogue raisonné de Alors, un Khaled Bl- projet de catalogue raisonné, il appartiendra ça à la fondation Farid Belkaya de le mettre en œuvre dans les années qui viennent, mais de mon point de vue, c'est tout à fait indispensable. Il va falloir qu'un certain nombre d'énergies se fédèrent autour de ça, parce que la mise en place dans les années qui viennent d'un catalogue raisonné en ligne notamment, sera absolument indispensable à la bonne connaissance et sera un outil indispensable pour que des travaux de recherche se fassent, parce que tu l'as vu sans doute, le catalogue est riche, intéressant, il permet à un public qui connaît mal l'œuvre de Belkaya de découvrir cette immense figure d'artiste, mais tout ça est bien sûr d'une certaine façon que le début. Alors, dans la provenance des œuvres qui sont montrées, il y a deux principales provenances. Il y a d'une part des œuvres qui viennent du Mataf de Doha, hein, puisque le Mataf avait commencé à acheter des œuvres de Farid avant la mort de Farid en 2014 et ensuite après. Il y a bien sûr aussi la fondation Farid Belkaya de Marrakech. Ce sont les deux sources principales d'où viennent
la plupart des œuvres. Et puis après, on a emprunté. Nous avons une œuvre très importante de Belkaya dans notre collection. Et nous avons aussi emprunté une pièce tout à fait déterminante de la période pragoise qui est entrée il y a quelques années dans la collection de la Tate à Londres, une œuvre qui s'appelle Kubasi. Et puis, il y a un ou deux emprunts à des collectionneurs privés. Mais voilà, la géographie institutionnelle de cette exposition, c'est deux gros volumes d'œuvres, Mataf de Doha, Fondation Farid Belkaya Marrakech, plus des œuvres empruntées Centre Pompidou et Tate. Voilà de l'exposition en matière origine des œuvres. Mais bien évidemment, le catalogue raisonné, ça sera indispensable, comme pour tout artiste, parce que sans ça, les travaux de recherche, un jour ou l'autre, seront entravés. Ça va permettre de bien identifier les œuvres, de faire notamment, il y a un immense travail à effectuer en ce qui concerne le recensement, la classification. Tout ça a déjà été formidablement entrepris par la Fondation Farid Belkaya, mais doit être encore développé. Et c'est formidable, hein. Le travail qui est encore à accomplir, il faut l'envisager comme une chance et pas comme une tâche qui resterait malheureusement encore à faire. Il faut que des jeunes chercheurs et des jeunes chercheuses marocains commencent à travailler sur ce moment-là de l'histoire si important de l'art du monde arabe et de l'art universel tout simplement. Bah écoute, Michel, en tout cas, j'espère vivement pouvoir visiter cette exposition avant le mois de juillet. Nous tiendrons Oui, évidemment, c'est voilà, ouais. Nous tiendrons nos lecteurs et les auditeurs de ce podcast au courant, évidemment, de la suite des programmes d'ouverture de musées parisiens. merci beaucoup. Et moi, je suis certain que je peux raconter une anecdote avant de finir. Oui, bien sûr. Comment? Comment? Alors moi, je n'ai rencontré Farid Belkaya qu'assez tardivement dans ma carrière et dans la vie de Farid Belkaya. Obtenu de lui un rendez-vous en 2010 à, dans son, dans son atelier, à Marrakech. Il m'avait reçu aimablement, ouvert ses portes, mais très rapidement, pour le dire très simplement, il m'a engueulé et euh, avec raison, avec justesse, en me disant, mais qu'est-ce que ça veut dire que le manque d'intérêt d'une institution comme le Centre Pompidou pour mon travail, je ne le comprends pas. Il n'y a aucune de mes œuvres dans la collection. Pourquoi ni des miennes, ni des autres artistes historiques du Maroc, de ma génération? C'est quelque chose dont vous ne mesurez pas à quel point c'est une attitude d'une très grande violence vis-à-vis de nous. Et sur le moment, j'étais un peu embarrassé, mais si j'étais allé voir Belkaya, c'est que je savais qu'il avait, euh, qu'il avait raison. Et ce souvenir reste très, très, très présent à mon esprit. Et depuis 2010, d'une certaine façon, j'ai essayé, ça a pris du temps, mais de travailler pour que ce qui était une erreur fondamentale et qu'avait pointé à juste titre Belkaya soit d'une certaine façon, sinon réparé, que d'une certaine façon on mette un terme à cet état de fait tout à fait incompréhensible. Et je suis d'une certaine façon heureux qu'en 10 ans, on ait pu aboutir à l'organisation d'une très importante rétrospective Belkaya au Centre Pompidou, et puis malheureux parce que celle-ci se déroule après la mort de Farid et qu'il n'aura pas pu la voir. Voilà, c'est ce que je voulais
dire aussi pour conclure notre entretien. Merci beaucoup, Michel, pour cette anecdote et pour la très grande qualité de cet entretien. Merci J'ajoute que beaucoup. nous publierons également un entretien dans le numéro de juin de Diptyque sur ce même sujet. Voilà, donc je te remercie encore une fois, Michel. Merci beaucoup de ton intérêt pour mon travail et à très bientôt. Au À revoir. très bientôt. Au Au revoir. revoir.